Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre nom de famille c'est Croze, mais il n'a jamais rimé avec mot rose, à en juger par le répertoire que vous avez construit en bâtissant à votre façon une carrière unique et pas seulement parce que vous avez longtemps mené en solitaire. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on connaît votre nom, on connaît votre parcours, vos chansons. Vous revenez avec un album, un sacré numéro, après une longue absence, je dirais. Alors on va évoquer ce parcours à travers des dates clés. Et il y en a une que j'ai trouvée, je n'en suis pas sûr, parce que je me suis toujours demandé si c'était la vérité. C'est le 27 octobre 2000. Ce jour-là, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni sous la présidence de Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac, a proposé de nommer Monsieur François-Régis Croze, président de chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et je me suis dit, est-ce que c'est votre père? En 2000, En 2000. C'était plutôt la Cour de cassation. Non, il est Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le 27 octobre 2000, il est nommé. Il était déjà président de chambre Oui, il était... à la Cour d'appel en 2000. Oui, mais pas à Aix-en-Provence. Il est nommé ce jour-là par le président de la République. Alors ça, je sais qu'il a fini sa carrière à la Cour de cassation. Voilà. Mais en même temps, j'ai eu du mal à trouver des choses, mais j'ai trouvé et j'ai découvert que ce juge, François-Régis Croze, c'était votre papa. Tout à fait. Ah, car vous avez, Anaïs, des parents juges, ce qui n'est pas si fréquent. Ah, c'est en cherchant des Crozes que vous vous êtes rendu compte. Ah, c'est génial. J'ai cherché et j'ai trouvé ça. Oui, c'est pas si courant d'avoir deux parents juges. Expliquez-moi, il juge en quoi et de quelle manière? Ma mère a fait un petit peu tout. Elle était forte, beaucoup les divorces, elle a fait les copropriétés aussi. Mon père, je me souviens pas. Voilà. En tout cas, c'est un métier difficile. On a vu, j'ai reçu il y a pas longtemps Gilbert Thiel, qui a été un des juges qui a beaucoup d'humour. Et puis le juge le plus célèbre pour les enfants, c'est le juge Roy Bean dans Lucky Luke, qui fait le jugement dans son bar. Je ne sais pas si vous connaissez la BD. Oui, Roy Bean. Et puis chaque fois, il fait bon, maintenant on boit. Exactement. La buvette est ouverte. Alors, d'ailleurs, mon père adorait avoir, parce qu'il a quand même beaucoup d'humour, mon papa. Oui. Il adorait, justement, il avait trouvé un petit marteau. Oui. Il s'en servait pas, mais il adorait l'avoir pour faire... Mais c'est ça qui est drôle. Et c'est vrai que les juges ont toujours beaucoup d'humour, parce que c'est un métier très difficile. Non, ils n'ont pas toujours beaucoup d'humour. En tout cas, vous êtes bien tombé. Alors, il se trouve que vous êtes né à La Tronche, dans l'Isère. Et je crois que cette ville est très célèbre parce que Michel Barnier, notre Premier ministre, est né là-bas. Mon Dieu. Vous ne saviez pas? Non. Il y a beaucoup de gens nés à La Tronche parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternité dans Grenoble. Je ne sais pas s'il y en a. Et du coup, la maternité était à La Tronche, tout simplement. Voilà. Et donc, lui... c'est marqué sur son passeport. Enfin, quand on est à La Tronche, c'est marqué à vie, quoi. Voilà. Et c'est assez particulier d'être né à La Tronche. Remarquez, ça vous va très bien. Ça c'est pour rire. Ça vous fait rire, donc ça vous va très bien. Et Louis Bozon aussi, animateur des Jeux des 1000 euros, est né à La Tronche aussi. Donc, comme vous. Et vous avez donc au départ grandi à Grenoble? Oui, mais mes 2 premières années. Oui, parce qu'après, votre père a été nommé, je crois, à Mulhouse. Tout à fait. J'ai passé ma petite enfance à Mulhouse, comme on dit en Suisse. J'aimais beaucoup Mulhouse, moi. Pourquoi? J'ai fait l'école maternelle, le début d'école primaire, j'avais des amis, je me souviens, j'ai beaucoup de souvenirs. Et puis on a dû déménager pour l'avancement de mes parents quand j'avais 7 ans, puis redéménager quand j'avais 8 ans. Et donc après, voilà, c'était un peu particulier parce que une grande différence entre l'Alsace et le sud de la France, parce qu'après on est parti à Aix-en-Provence et j'ai appris beaucoup de gros mots d'un coup. Oui. Mais c'est dur pour une enfant de changer d'école, de ne pas avoir de copains ou de copines. Ouais, c'est surtout que on a déménagé un peu trop d'affilée. Bon, pour moi, c'était pas... dès la troisième fois, ça a été un peu beaucoup, quoi. Ouais, et à chaque fois, on perd ses points de repère. Oui, puis moi, je suis quelqu'un de assez timide à la base, quand même, et réservée, très observatrice. Donc déjà, je mettais du temps, moi, à trouver mes marques. Donc, si 2 ans d'affilée... il faut tout retrouver. Mais d'ailleurs, je lis, ça m'amuse beaucoup. Je suis assez cinéphile et j'aime bien regarder des fois le parcours des acteurs. Et on se rend compte que souvent, les comédiens, ils ont eu un père en garnison qui changeait tous les ans, ou le mère... C'est fou quand même, les comédiens américains, ils ont dû apprendre à être des caméléons assez vite, quoi, en fait. Et à propos de comédiens américains, je crois que votre passion de vos jeunes années, Anaïs, ça a été les comédies musicales américaines. Ça l'est encore, oui. Je suis une grande fan de comédies musicales. Mais j'aime vraiment les anciennes, effectivement, avec les
claquettes, les directeurs artistiques comme Arthur Freed. Je suis beaucoup moins fan de ce qui se fait aujourd'hui, quoique j'attends le fameux Wicked avec Ariana Grande, qui est le préquel du Magicien d'Oz, que j'étais allé voir à Covent Garden, à Londres. J'ai pu voir quelques comédies musicales aussi à Londres, quand même. Oui, je suis une grande fan. Mais c'est vrai que Fred Astaire mettait 4 mois à répéter une séquence de 3 minutes pour un film. Je sais qu'il y a même une séquence, pas forcément 4 mois, mais selon les morceaux. Je sais qu'il y a une fameuse scène avec Ginger Rogers. Je crois que c'est dans The Gay Divorcé, la joueuse divorcée, où il tourne, il la rattrape, elle tourne, il la rattrape, elle tourne, il la rattrape, elle tourne. Et à la fin, en fait, heureusement que le film était en noir et blanc, parce qu'elle avait les pieds en sang, et ça se voyait sur les chaussures. Et il a toujours dit que Ginger Rogers, c'était la seule qui pleurait pas. Pendant qu'il la faisait travailler. Moi, je suis fan de Judy Garland, beaucoup. Oui, qui a démarré dans Le Magicien d'Oz et qui devait au départ ne pas avoir le rôle. C'était pour Shirley Temple. Exactement. Et finalement, ils ont choisi Judy Garland. Ou c'est pas qu'ils ont choisi, c'est que le studio a pas voulu prêter Shirley Temple. Oui. Donc ils se sont dit, bon, on va se rabattre sur Judy Garland, mais ça a donné justement un côté intemporel, parce que du coup, c'était ni une petite fille, ni une ado, ni une adulte. Il y avait quelque chose du domaine un peu rêveur, parce que moi je trouve qu'ils ont failli surtout enlever la chanson Over the Rainbow. Oui, car les producteurs n'en voulaient pas. Le réalisateur a insisté, et c'est comme ça qu'elle est devenue un succès. Même pas le réalisateur, le directeur artistique. Vous connaissez bien le sujet. Je suis une grande fan. Et puis les vinyles aussi. Je crois que vos parents avaient beaucoup de vinyles et ça vous a beaucoup influencé, Anaïs. Mon père était très mélomane, c'est-à-dire assez curieux, donc il écoutait un peu de tout. Donc bon, bien sûr, il adorait des choses comme Eddie Mitchell, mais moi, je me suis retrouvée d'un coup à prendre un double vinyle qui était un live de Bette Midler en 1977 à Cleveland. Il y avait des choses comme ça. Et il s'est mis à collectionner aussi beaucoup de vieilles chansons françaises des années 30, 40, après plus quand il est passé au CD. Et ça allait avec mon amour du musical et de la comédie musicale, ce côté drôle quand même, de raconter la vie de façon drôle. Voilà. Et vous avez commencé la musique, je crois, par des cours de violon et de clarinette, Anaïs. Oui, on m'a forcé à faire du violon. Et alors ? Il y avait un violon dans la famille, c'est tout le problème. Quand il y a un violon dans la famille, comme c'est un instrument qui vieillit bien, contrairement à une clarinette d'ailleurs, et ben si ton grand-père fait du violon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse du violon, c'est tombé sur moi. Oui. Et ben j'étais un peu douée, donc je disais tout le temps, je disais que ma prof de violon était nazie, tellement elle était pas sympa. C'était dur. C'était dur, je détestais ça, je pleurais, je voulais pas y aller. Puis au bout de 3 ans, on m'a laissé arrêter, quoi. Remarquez, c'est logique, quand on a un père qui envoie des accusés au violon, vous vous retrouvez devant, c'est pas... Oui. Alors, vous avez commencé par la musique et vous avez commencé à chanter, je crois, dans des chorales, Anaïs. C'est ça. Moi, par contre, je ratais aucun cours de chorale qui était lié au solfège. En fait, non, au départ, j'étais à la chorale à Mulhouse, j'étais toute petite. Et puis après, j'étais obligée de faire du solfège, mais je sais que tout le monde essayait d'éviter la chorale, et moi, pas du tout. J'adorais ça, mon mardi soir à 20h. Et je me suis rendu compte très tardivement, du coup, que mon instrument, c'était la voix. Voilà. Parce que je chantais tellement depuis tout le temps que d'un coup, quand j'écris ma première chanson, je me dis, mais t'arrêtes pas avec tes instruments avant, t'aimais ta petite flûte à bec, t'aimais la clarinette, t'as fait du saxo, mais en fait, ton instrument, c'est la voix, quoi. Exactement. Vous avez commencé un groupe. Alors, j'ai recherché les chansons sur Internet. Excuse-moi, je voulais te demander, ça n'existe même plus. C'est Opossum. Ce sont des petits animaux. Opossum. Oui. Recherchés pour leur fourrure beige à jarre argenté. Voilà. Oui, c'est moi qui avais voulu. Je trouvais qu'Opossum, c'était rigolo. Ils avaient dit, bon, bah, ok. Au début, je voulais qu'on s'appelle Wombat, d'ailleurs. Oui. C'est un autre animal australien. Eh ben, c'était particulier, Opossum. C'était les fameux groupes... un peu rock. Ouais, rock, fusion, on était fous. On avait beaucoup d'énergie commune, mais c'est les groupes où on dit qu'il n'y a pas de leader. Je crois que c'est les Inconnus qui avaient fait un très bon sketch là-dessus. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Mais sauf que j'écrivais, je composais, et j'aimais pas que du coup, la façon dont ils s'appropriaient parfois les morceaux me dérangeait. J'avais une idée très précise de ce que je voulais. Donc, ça a fini par casser parce que je leur disais, écoutez, on n'a qu'à faire vos chansons. Oui.
Ils disaient, ouais, mais non, mais tes chansons sont mieux. Je dis, bah alors, si mes chansons sont mieux, bah alors laissez-moi vouloir que l'arrangement, il n'y ait pas 7 minutes de solo de guitare. Donc, au bout d'un moment, ça a pété de façon extrêmement violente. Oui, mais ça s'est arrangé aussi pour vous ensuite avec cette chanson. Même si la vie c'est pour du foie gras, ni même de la mousse de canard, si ça atteint hasard simple et à de la bouillie ou du navet, je crache pas dans la Creep Show, soupe, c'est votre comme premier ça. succès. Même si Cheap les Show. petits plaisirs sont Et c'est quoi, c'est pourquoi ce nom? Cheap show, parce que cheap, c'est un peu au rabais, c'est à 2 balles, c'est un show pas cher. Et comme justement, je voulais pas qu'on me dise ah bah super, t'appelles ça un show alors que t'es toute seule sur scène avec une guitare et une pédale. Bah j'ai préféré dire moi-même, oui, mais c'est le cheap show, donc c'est un show à 2 balles. Donc soit tu es content de venir voir ça, soit tu vas voir un orchestre symphonique, mais moi c'est justement, j'adore le minimalisme, donc je voulais faire un show avec rien. Voilà. Et vous avez fait un show avec rien qui a eu beaucoup de public. Oui. Je suis tombée à un moment aussi, je pense, où il y avait plus de... L'industrie de la musique était en train de se casser la figure complètement. Et puis j'arrivais, je pouvais proposer aussi en première partie facilement. J'étais toute seule. Ben voilà. Bon, maintenant, ça se fait beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque, un peu moins. Puis j'avais mon fameux looper. Oui. Où ça se faisait pas trop de louper à la voix. C'était ce qu'on appelait le jam man pour les guitaristes. Et je me suis loupé à la voix avec ça. C'est pas facile du tout. Hein. Je faisais croire un peu comme Fred Astaire. C'était très simple. Et du coup, bah oui, ça a apporté quelque chose d'énorme au spectacle parce que je pouvais créer des voix. Je faisais semblant d'être tout un bagpipe écossais. Je pouvais vraiment jouer avec. Ouais. Écoutez, ça, on va en reparler parce qu'il y a eu quand même d'autres moments aussi heureux. Et une date importante dans votre vie, c'est le 8 décembre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Anaïs. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anaïs, le retour avec un album, un sacré numéro. Et vous êtes effectivement un sacré numéro. Vous le démontrez à chacune de vos apparitions à la télévision. Et justement, le 8 décembre 2005 est un jour important pour votre carrière. Taratata, vous avez été invité et ça a été aussi un événement pour vous. Et oui, alors je crois que c'était un petit caméo, parce que normalement, je sais que Nagui faisait pas ça. Puis il avait pu me voir en concert, parce que j'étais pas encore signée chez un label, puis il connaissait très bien le patron d'un label qui voulait signer. Donc il était venu me voir comme ça, et donc mon spectacle commençait, je faisais croire que j'étais québécoise. Oui. Donc il avait été bluffé, parce qu'au début, je dis tu m'emmènes voir une québécoise. Et ça l'avait fait beaucoup rire, parce que je me souviens que je connaissais déjà le rire de Nagui, et je l'ai entendu au fond de la salle s'éclater de rire. Et du coup, il a voulu m'inviter tout de suite à Taratata. Je sais plus ce que j'ai joué. Il y avait Robbie Williams qui était invité. J'ai fait. Vous avez fait Mon cœur, mon amour. Ah oui, j'ai fait Mon cœur, mon amour déjà. Je suis même pas sûre. Si, je suis bien sûr. Mon amour, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Si c'est dans l'émission, vous faites cette chanson. Et d'ailleurs, et vous évoquez Robbie Williams. Je me souviens que de Robbie Williams. oui, bien sûr, parce que j'avais repris du coup un petit bout à la pédale de son. Feel. I just wanna feel. Voilà, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Robbie Williams, il a fait une carrière exceptionnelle, mais il a eu un problème. Lorsqu'il était au sommet de sa carrière, il a révélé qu'un tueur à gages, jaloux, on avait engagé un tueur à gages pour le tuer. Mais non. Par quelqu'un de jaloux. On n'a jamais su qui. Bah ça alors, moi je sais qu'il avait révélé qu'il prenait de la taurine. C'est tout ce que je sais. Ouais, d'accord. Moi je suis une grande fan. Hein. Robbie Robbie. Alors, vous êtes une grande fan de beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens que vous imitez, et on vous a comparé souvent à Linda Lemay à vos débuts. J'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait je faisais une parodie de Linda Lemay, donc c'est un peu bizarre de comparer quelqu'un. Ça veut dire que je faisais très bien la parodie. Oui. C'est ça. Parce que je me suis forcée un petit peu à bien prendre l'accent québécois. C'est pas facile, faut bien se concentrer. Oui. Faut pas lâcher. Mais Linda Lemay qui fait des concerts la semaine dernière à l'Olympia de 3 heures, vous voyez. Linda ? Oui. Ah oui, elle fait des gros tours de chant. Hein, oui. Et quelqu'un a fait comme vous, c'est Sappho. Quand elle a débuté pour passer au conservatoire de Mireille, elle s'est fait passer pour une Québécoise. Et ça a marché. Ah oui, parce qu'on avait les grandes Québécoises, faut bien le dire. Il y en a une qui me fait, je sais plus toujours son nom, qui était folle furieuse, qui l'est encore, je pense. Oui.
qui avait fait la chanson d'Elvis. Ah oui, il y avait Diane Dufresne. Diane Dufresne. Oui. Oh, Diane Dufresne, là, on est à un niveau de folie. Moi, quand on me dit, mais Anaïs, vous êtes folle, je suis non, là. Diane Dufresne me bat. Elle est assez perchée, effectivement, mais elle a fait une belle carrière. Ah ouais. Et c'est grâce à sa chanson que France Gall a repéré Luc Plamondon et qui est devenu l'auteur de Starmania. D'accord. Alors, il se trouve aussi que vous imitez, c'est assez étonnant, Francis Cabrel dans votre spectacle. Je fais un petit bout de Francis Cabrel juste parce que je faisais m'amuser à faire un rap collectif toute seule, ce qui est complètement débile. Je disais que voilà, je voulais faire du rap et puis que les rappeurs voulaient pas de moi, donc j'avais fait un rap collectif toute seule et à un moment donné, je fais un tout petit passage où je lui fais dire la couche de vernis. Je sais plus, mais c'est un petit... Oui, mais en même temps, il faut prendre la voix pour imiter. Ah oui, c'est sûr qu'il faut arriver en 5 secondes à arriver à faire comprendre. Mais même dans Mon cœur, mon amour, il y a des gens qui n'ont jamais capté, d'autres qui ont tout de suite capté que je faisais un hommage à Eddie Mitchell, qui me rappelle que je suis seul. Et il n'y a pas tout le monde qui le capte, mais ceux qui l'ont sont toujours contents de l'avoir. Moi, j'aime bien faire des petites pastilles, des choses drôles que tout le monde ne peut pas comprendre. Je suis contre le fait qu'on doit toujours faire de l'humour pour 100% des gens. Je dis, écoute, s'il y a 20% qui comprend, moi, je suis ravi. Voilà. Mais vous auriez pu être une grande imitatrice au départ, au lieu d'être chanteuse. Peut-être, mais je crois que ce qui m'amusait, c'est justement de jouer avec cette élasticité de voix pour créer des personnages plutôt que quand je fais mon personnage écossais, où je dois prendre l'accent écossais en anglais, que je leur dis n'importe quoi, ça m'amuse plus que si je devais imiter vraiment quelqu'un qui est écossais, qui existe. Oui, et il se trouve aussi que Mon cœur, mon amour a changé votre carrière et votre vie, car c'est devenu un succès... interplanétaire. On le joue sur Mars. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, cette chanson n'intéressait personne, et puis le jour où ça a démarré, paf, tout le monde s'en est emparé, jusqu'aux Victoires de la musique. Oui, c'est toujours... C'était particulier parce qu'effectivement, on me disait de mon Cheap Show, c'était un live. J'avais vraiment voulu que cet album soit un live, peut-être justement en hommage à cet album de Bette Midler. Je voulais que les gens... beaucoup de les chansons étaient vraiment écrites pour le spectacle. Elles n'avaient aucun intérêt en album. Par exemple, il y avait une chanson qui s'appelait La plus belle chose au monde. Je parle de l'accouchement. Je me mets à crier gutturalement. C'est ce que je fais, je pousse. Ça n'avait pas grand intérêt sur album studio, mais que ce soit mon éditeur. Après qu'on m'ait signé, ils voulaient absolument tous que je fasse un album studio. J'ai dit non, le Cheap Show, c'est un album live. Ils m'ont quand même fait faire Mon cœur, mon amour, parce que le live marchait vraiment bien. Et donc, du coup, après, Mon cœur, mon amour a cartonné. Mais c'est vrai qu'au départ, ils étaient... Si, mon éditeur a toujours cru à ce titre. Oui, et résultat, je crois que l'album sorti en téléchargement a été en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Oui, il paraît que c'était un peu fou au niveau du téléchargement. Ah bravo, hein. Ah bravo. Ah, ça téléchargé, hein. Ah, c'était illégal à l'époque. C'était illégal. En plus, au départ, vous pensiez faire 1000 exemplaires avec ce Cheap Show. Non, en fait, c'est comme c'est venu. Mine de rien, j'étais sur scène quand ça a cartonné. Moi, ça faisait déjà 2 ans que je le tournais un peu partout. Et en fait, j'avais déjà signé avec Rennes Musique, avec qui était mon manager de l'époque, Jérôme Scholz. Et Rennes Musique, c'était tenu par Patrick, qui avait le magasin de disques le plus incroyable de France, à Rennes. Père son âme d'ailleurs à Patrick. Et du coup, on avait déjà commencé on était en autoproduit, et puis ça commence à partir un peu bien. Et après, on a signé chez V2, Virgin 2. Mais en même temps... c'est pas venu... Il n'y a pas eu un boom comme ça. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le Printemps de Bourges, où j'ai été découverte scène. Il y a eu les Eurokéennes de Belfort. Avant les Eurokéennes, j'ai joué au Bar en Trans. Oui. Et ensuite, il y a eu les Victoires de la musique en découverte scène. Oui. Et après, les Eurokéennes. Mais en fait, ça s'est fait vraiment par la scène. C'est ce que vous souhaitiez aussi. Ah oui, pour moi, j'étais contente qu'on me découvre par ce que je savais faire le mieux. Voilà. Et vous avez fait aussi d'autres choses. Et je crois qu'il y a Brigitte Fontaine qui vous a un jour invité à l'Olympia. Et il y a une chanson qui en résulte. Oh oui, je t'aime à en crever tes pneus pour que tu restes ici. Ça surprend. Au départ, on pense qu'elle va faire une parodie de J'aime à mourir de Cabrel, et c'est pas du tout le cas.
En fait, elle a voulu m'inviter pour son anniversaire, donc j'étais très flattée parce qu'il y avait Jacquenot, Christophe, tout ça. Et elle voulait que je chante une chanson à elle qui s'appelait Betty Boop en août. Je lui ai dit, écoutez, franchement, il se trouve que sur mon Cheap Show, j'ai fait une chanson qui s'appelle Je t'aime en crever, qui est un hommage complet à votre écriture, parce que j'ai fait Je t'aime en crever tes pneus, ce qui est très très Brigitte Fontainien. Et du coup, elle a dit, ah bon, bah alors, d'accord. Et je me suis même, à l'Olympia, j'ai fait un couplet comme elle aurait chanté. Je t'aime en crever tes pneus pour que tu restes là. Et c'était un grand moment. J'étais très très fière de pouvoir lui chanter ça et d'avoir pu faire un. C'est rare d'écrire une chanson en se disant qu'on l'écrit à la manière de Brigitte Fontaine. Voilà. Et comment elle vous avait repéré, Brigitte Fontaine, Anaïs? Elle avait beaucoup d'amis qui lui disaient du bien de moi, donc elle avait écouté et du coup elle avait eu envie de. Vous avez fait votre chemin petit à petit, de cette façon, par le bouche à oreille. J'ai eu la chance de faire partie. Moi, je suis un petit peu désenchantée, comme dirait Mylène. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de programmateur qui dit « Ah, regarde, j'ai ça, il faut absolument que tu passes dans ton festival. » Ou une petite radio qui fait... Ça faisait boule de neige chaque fois qu'on m'invitait ça. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fermé, que c'est chacun qui place ses petits poulains. Déjà, même moi, les victoires de la musique scène, je sais qu'après moi, c'était très différent. Ils se sont rendus compte que c'était une catégorie qui pouvait être très intéressante. Je trouve qu'ils se sont mis à placer des gens qui n'avaient pas fait grand-chose comme scène avant, quoi. Voilà. Vous avez été nommé au départ. Je l'ai jamais eu d'ailleurs, mais moi. Non, mais ça vous pose pas de problème. Ah non. Comme disait l'héroïne de Madame est servie, c'est déjà un grand honneur que d'avoir été nominée. L'humour a toujours été votre art de vivre? L'ironie, oui. J'ai toujours. Je crois que j'ai un fond dépressif, tout simplement, donc j'ai besoin de rendre tout drôle, oui. En tout cas, vous rendez la vie drôle à celles et ceux qui vous applaudissent sur scène, et vous créez parfois des surprises. Et j'ai remarqué une surprise le 28 février 2009. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Anaïs. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Anaïs, un sacré numéro, votre nouvel album, ça correspond parfaitement à ce que vous êtes d'ailleurs. On a évoqué vos débuts avec ces spectacles et ces personnages que vous avez imités. Et puis, puisque vous êtes quelqu'un qui aime l'ironie et la surprise, vous avez fait le 28 février 2009 une entrée très remarquée aux Victoires de la musique en dansant sur scène avec Inconnu qui repart sur un cheval. C'est assez étonnant. On a on cherchait une idée avec mon manager et je m'étais amusée à chanter ma chanson peut-être une angine en mode j'étais en train de répéter avec mes musiciens. Je m'étais amusée à le faire en mode un peu cavalcade, peut-être une angine, hiya. Et mon manager me regarde comme ça, il fait on va venir à cheval aux Victoires de la musique. Je lui ai dit ouais. Et du coup on est arrivé à cheval. On avait un monsieur caca qui nettoyait les crottins de cheval et effectivement, j'ai fait monter quelqu'un qui en plus n'aimait pas du tout les chevaux. J'ai pris quelqu'un au hasard et je l'ai fait monter. Mais il fallait encore trouver le cheval et le faire monter sur scène. On avait 3 chevaux, un pour mon guitariste et un pour mon batteur. Et non, mon bassiste. Ah mais on avait 4 chevaux en fait. Non, oui. Il y avait mon batteur aussi. Et comment vous avez trouvé ces chevaux et puis... C'était des chevaux nains. C'était pas des poneys, mais c'était des chevaux un peu plus petits. D'accord. Puis moi, j'étais avec une grande robe vraiment digne des grands films américains et tout. On est allé dans un super hangar de costumes pour film. J'avais des jupons, des bottines comme ça. Fallait que je monte à cheval avec mes 3 jupons et... j'avais l'impression j'aurais pu gagner un Oscar. J'ai pas gagné de victoire, mais pour moi, j'aurais pu gagner un Oscar. Ça a dû surprendre le public et les organisateurs. Oui, on avait, comment dire, envie de foutre le dawa, les victoires, on trouvait que c'était un peu sage et poli, ça nous amusait bien de... Vous n'avez jamais rien fait comme les autres. Et il y a une chanson aussi dans votre répertoire que j'ai remarqué qui s'appelle I Love You. Là, on est encore dans un univers différent du cheval, tout ce qui précède. Oui, I Love You, en fait, c'est ma chanson effectivement la plus rock, mais j'ai vraiment toujours aimé cette chanson. C'est la seule que j'ai gardée d'Opossum. C'est ma chanson un peu basique.
très rock. Et comme le Love Album, il y avait, je dis I Love You, c'était parfait. On l'a fait en fin de concert pendant des années. Puis il faut l'envoyer. Oui. Je sais pas si je pourrais encore l'envoyer dans 5 ans. Mais je sais que mon label à l'époque, il voulait pas trop que je fasse du rock. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait Mon cœur, mon amour, il faut faire Mon cœur, mon amour 20 fois si possible. C'est pas votre truc? Non, j'ai toujours du mal à faire 20 fois la même chanson. La preuve, vous inventez sans cesse des choses, Anaïs. Il y a une comédie musicale juvénile dont vous êtes l'auteur. Oui, j'ai fait The Amber Story. Alors j'étais un petit peu en avance, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était après le Cheap Show. Oui. Je faisais Amber, qui arrive en dernière année de lycée, et puis à Palm Springs. Et elle tombe amoureuse du nouveau qui est Mark. Enfin, on est vraiment sur tous les clichés de elle a sa meilleure amie Alice, qui est une bitch finie. Il y a toujours aussi l'amie qui sert à rien, qui est un peu grosse. Je faisais tous les personnages, avec des musiciens par contre derrière. Et comme je savais que c'était en anglais, je voulais pas qu'on m'accuse que ce soit en anglais, donc j'avais fait une traduction en sourd et muet. Mais c'était tellement facile à comprendre. On était sur tous les clichés à la Grease, enfin tous les clichés du lycée américain. Et j'aimerais bien le rejouer une ou deux fois tant que je peux encore faire un petit peu juvénile et faire Amber, parce que c'est vraiment. Je l'ai joué j'ai joué en Belgique, ça a vraiment bien marché. Je joue pour le festival des Nuits Botaniques, on s'est régalé. Je l'ai joué aussi au Chorus des Hauts-de-Seine. Et il y a des fans encore qui me disent, pour moi, c'est mon meilleur concert et je t'ai jamais vu faire un truc aussi fou. Oui, et les Nuits Botaniques, en fait, c'est dans un jardin botanique à Bruxelles, qui est de date de 1829, et c'est un festival au départ pour promouvoir les jeunes talents belges. Et vous êtes arrivé là-dedans. Oh, les Nuits Botaniques, au départ, peut-être que c'était ça, Ouais. mais après, ça a été... c'est beaucoup de choses, il y a plusieurs salles... C'est un super festival, les Nuits Botaniques. Et d'ailleurs, il y a le circuit de Bruxelles à côté aussi. Moi, j'adore de toute façon. Mais Je joue en Belgique. voilà. En même temps, il faut oser faire ce genre de choses, que le public est très surpris au départ. Les Belges, non, c'est ça que j'aime beaucoup. Le public belge et le public suisse, c'est très, très, très ouvert. Moi, j'aime beaucoup le public français aussi, Oui. mais c'est plutôt le réseau de radio ou de télé qui est plus frileux. Le public, lui, il est toujours très ouvert à la folie et à ce qu'on l'emmène dans son univers. Les adultes ont gardé une âme d'enfant, surtout mon public. Alors, vous avez aussi participé à la chanson titre du film Blanche-Neige, la suite de Pichat. Vous allez trouver des trucs. Oui, alors Pichat, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui avait fait Tarzoun, la honte de la jungle, Tout à fait. qui était pour l'époque assez rigolo. Entre-temps, il y a eu des choses comme Shrek, mais il avait toujours voulu faire un Blanche-Neige à sa façon. Et du coup, j'ai fait la voix chantée de Cécile de France. Il y avait Cécile de France qui jouait Blanche-Neige, enfin une espèce de Blanche-Neige, et Jean-Paul Rouve qui jouait le prince charmant. Et moi, je jouais la voix chantée de Cécile de France, qui fait une chanson absolument... au lieu que ce soit une très jolie chanson à la Disney, c'est le même genre de mélodie, sauf que c'est assez vulgaire. Mais vous savez, Gottlieb, quand il a créé l'écho des savanes... C'était très Gottlieb, voilà. Il a fait comme ça une parodie de Blanche-Neige qui est irracontable à la radio et pas très montrable aujourd'hui en dessin. Non, oui, je crois que je l'ai vu. Voilà. Et alors, dans le genre étonnant aussi, Anaïs, parce que vous êtes un sacré numéro, il n'y a pas autre chose à dire, vous avez quand même travaillé sur le dessin animé de Piccolo, Saxo et compagnie. Oui. C'est un autre univers. Oui, j'aime beaucoup les voix. D'ailleurs, je fais encore des voix. J'aimerais faire un peu plus de voix de doublage, parce que j'adore ça. Et là, j'avais fait du doublage pour Piccolo, Saxo et compagnie. J'étais très contente. Ils étaient venus me chercher. Et je devais jouer un personnage qui n'existe pas dans le spectacle originel, qui était une petite note qui racontait un peu l'histoire de façon un peu plus... Comme c'était vraiment un dessin animé pour les tout petits, il fallait que ce soit raconté de façon un petit peu plus ramassée que on peut appeler ça une comédie musicale, Piccolo, Saxo et compagnie. Oui, vous l'aviez entendu enfant, le disque, ou non? Bah oui, c'était pas... Par François Perrier. Non, ça, je confonds toujours avec Pierre et le Loup. Non, c'est ça. C'est non, ça. non, 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 ça, c'est Pierre et le Loup. Ah oui. Non, C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ça a été un succès international. Quand André Pop l'a proposé à la maison de disques, personne n'en a voulu. C'est Jacques Canetti qui a insisté, qui était directeur artistique, et François Perrier qui a accepté d'enregistrer cet album qui a été un succès. Il y a eu 5 suites. 5 suites, je savais pas du tout. Ah si, ça a été un immense succès.
Et d'ailleurs, j'ai remarqué, vous chantiez très bien, vous parliez bien l'anglais, parce que je crois qu'au départ, vous avez fait une licence d'anglais, vous auriez pu devenir une prof d'anglais. Oui, bah, j'étais partie, j'avais très peur, hein, je me cachais. Moi, en fait, au fond de moi, je savais bien que j'étais faite pour ça, mais j'osais pas. Hein, puis, t'es pas très encouragée là-dedans. Oui. C'était plutôt passe ton bac et puis encore une chômeuse. Mais ouais, au bout d'un moment, j'ai doublé mon DUG. J'ai dit non mais t'as pas envie de l'avoir ta licence, quoi. Je crois que j'ai marqué que je l'avais, hein, quand même. Oui, Faut oui. pas non plus. Je l'ai jamais eu. Je crois que j'ai eu les 3/4 de ma licence. Personne n'a vérifié. Et vos parents étaient pas trop inquiets pour votre avenir? Ah bah si. Oh là là, ils avaient pas du tout envie. Surtout mon papa. Ouais. Non, mon papa, quand j'ai dit non, écoute, j'arrête, il m'a dit bah super, encore une chômeuse. Voilà, c'est ça, formidable. Il a autant d'humour que vous. Non, c'était pas de l'humour. Alors, Anaïs, j'ai remarqué aussi, parce que vous ne faites rien comme les autres, vous avez fait quand même... Si, je vous assure, hein, je vais aux toilettes. Oui, non, d'accord, mais je parle professionnellement et humoristiquement. Vous avez fait quand même un album gratuit. Vous avez participé à un album gratuit avec qui, Lola? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était Is This a Love Song? On a fait pas, c'est pas un album, on s'est fait un titre ensemble. C'était, alors moi, comme je suis une boomeuse, comme on dirait, avant qu'il y ait tous ces réseaux sociaux, il y avait le fameux réseau MySpace, qui était à la base fait pour les artistes, en fait. Ça a été créé par des artistes qui ont été plus connus finalement au final parce qu'ils avaient créé MySpace. Et du coup, en fait, c'était complètement fou parce que je me retrouve sur MySpace et je vois un jour, je venais de faire un duo avec un groupe, les Blood Arms, que j'adorais, un groupe californien, beaucoup d'humour aussi. Ils sont à Berlin maintenant. Et je vois un commentaire du Kill Lola qui dit Waouh, super le duo avec Anaïs en plus. Parce qu'elle commentait le duo des Blood Arms. Je dis mais comment elle me connaît? Donc, je commence à voir son MySpace. Je vois que la meuf est aussi folle que moi. Plein de sketchs. Elle chante super bien, à côté glam rock fou. Elle a été comédienne à Los Angeles. Et du coup, on se met en contact et on se dit qu'on va écrire une chanson. Je suis allée à Los Angeles enregistrer. Bon, après, elle était un peu folle, hein, mais je l'adore, les fous, moi. Je vais pas travailler avec des gens qui sont pas fous, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Alors, il y a quand même une récompense à signaler parce que vous avez été nommé aux Victoires de la musique sans jamais les avoir. Mais vous avez eu, Anaïs, un globe de cristal pour cette chanson. Elle me plaît. C'était pour Elle me plaît que j'ai eu le globe? Oui. C'est pas pour l'album, le Love Album, non? Non, c'est sûr, pour ce Elle me plaît. Ah, la classe. Là aussi, c'était aussi une chanson tout à fait inattendue. Ah oui, mais moi je me souviens surtout qu'au Globe de Cristal, il y avait Delarue qui avait fait une blague sur des globes de cristal. Mon Dieu. J'imagine, oui. Ah là là. Et du coup, Elle me plaît. Ben oui, j'avais sur mon Love Album, comme je me suis jamais cachée, moi je voulais parler du trouble amoureux et je voulais certainement pas faire une chanson particulièrement lesbienne, mais je voulais dire que voilà, tomber amoureux de qui vous voulez et aimer qui vous voulez. Et du coup, j'avais fait Elle me plaît. Parce que je me souviens que la première fois que j'étais tombée amoureuse d'une fille, j'étais genre un truc qui va pas. Elle me plaît. Elle me plaît. C'est pas je l'aime vraiment très très bien. C'est elle me plaît. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi, et je crois qu'on est les deux seuls en France à connaître cette chanson, c'est une chanson des années 30 que vous avez enregistrée. Je n'embrasse pas les garçons, je n'écoute pas leurs chansons. Je les ai 40 celle-là, je crois. Je ne vais pas à Robinson, je ne suis pas petit poisson que l'amour frotte à la maison dans. C'est une chanson d'une opéra qui s'appelle Plume au vent de Jean Novin et Claude Pingot de 1936. Le film a été réalisé ensuite avec Georges Guettari dans le rôle principal. Et je veux dire que cette chanson, moi je la connais, je connais Plume au vent, mais on n'est pas beaucoup à se souvenir de ça. Non, mais parce que en fait, ma maison de disque, non seulement elle voulait que je fasse Mon cœur, mon amour, à vitam aeternam, mais quand je leur ai dit je vais faire un album de reprises pas connues, c'était effectivement pas très cool pour eux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est j'ai un côté un peu passeuse, donc quand les gens ont trouvé que Mon cœur, mon amour, c'était foufou, je dis non, on raconte la vie comme faisait la chanson réaliste fantaisiste des années 30-40, et j'ai voulu remontrer pour moi des grands qui avaient été oubliés. Marie Dubas avec le tango stupéfiant. Bien sûr, oui. C'est une des chansons les plus folles, drôles et tristes en même temps. C'est-à-dire que c'est une femme qui veut se droguer pour oublier son amour qu'il a quitté, mais comme elle a pas de sous, elle prend n'importe quoi qui lui tombe sous la main.
Et j'avais repris beaucoup de choses. J'ai repris des chansons pas forcément. J'avais repris Ouragan. Oui. Enfin, de Piaf, mais en façon un petit peu électro. J'ai repris En douce, un petit peu easy listening, parce que je trouve que c'est une chanson très très forte, En douce, de Mistinguett. Elle parle de sa première fois derrière les fortifications. Voilà, je me suis bien amusée. J'ai repris Mon Anisette, que je trouvais complètement folle. Où là, la meuf est complètement bourrée et elle chante Quand j'ai bu mon anisette. Et puis comme je suis du Sud, j'avais envie un petit peu de faire un clin d'œil au Sud. Mais cet album n'a pas trop marché. Non, mais en tout cas, c'est tout à votre honneur d'avoir fait ça. Et maintenant, on va évoquer ce sacré numéro à travers la date de sa sortie, le 20 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Anaïs. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anaïs. Vous déclarez folle, c'est votre caractéristique, c'est votre carte de visite. Et vous donnez la preuve avec cet album sorti le 20 septembre 2024, un sacré numéro. Ça fait assez longtemps que vous n'avez pas sorti d'album. Oui, j'avoue que moi et la médiatisation, c'est pas vraiment ça. Puis, faut bien dire, il y a eu quand même le Covid. Oui. Et voilà, et puis des gros soucis aussi autres. Donc vous avez décidé de revenir avec un album qui est de saison, puisque l'une des chansons s'appelle Tout ce que je veux pour Noël. Moi, tout ce que je veux pour Noël, c'est ne pas y penser. Car entre Noël et moi, c'est un peu compliqué. C'est joli, ces guirlandes rouges et bleues. Voilà, ça aussi, pourquoi cette chanson, Anaïs? J'ai toujours voulu faire une chanson de Noël. Je trouve que c'est un très bel exercice, mais je voulais le faire à ma façon. Et ça faisait 2 ans, je tournais autour, j'étais là, j'arrivais pas. Et surtout, moi, j'aime faire du bien aux gens. Moi, mes chansons, elles sont là pour dédramatiser la vie. Comme mon amour, ça a plu aux gens, parce que tous ceux qui se retrouvaient à tenir la chandelle, parce que pendant qu'il y a un petit couple qui fait c'était libérateur. Et là, j'avais envie de faire une très belle chanson de Noël pour inclure aussi tous les gens qui n'aiment pas Noël, et puis parler de ça, mais de façon légère, ce qui n'est pas facile. Parce que soit on fait une chanson La Charlotte prie Notre-Dame de Marie Dubas, où elle finit par se suicider à Noël parce qu'elle n'a plus rien à manger, ou on fait une chanson un peu trop niaise. Et là, j'ai voulu faire un peu ma chanson à la Love Actually, un peu pop, drôle, tendre, mais qui inclut justement plein de gens qui ont soit des problèmes familiaux à Noël. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec Noël. Et d'ailleurs, Pierre Perret avait fait une chanson dans les années 60 qui s'appelait Noël avant terme, qui était une chanson du Père Noël qui est aussi dans le même genre que vous. D'accord, mais je la connais pas. Ah ben, écoutez là. Mais je sais qu'il y a Pierre Perret, vraiment, je rate plein de choses. Il faut vraiment que je me plonge. Je pense qu'il faut se plonger. Et quand j'entends chanter Noël, chanson archi connue, c'est une chanson américaine, et l'adaptateur des paroles, c'est quand même Francis Blanche. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que l'humour existe dans Noël. Mais je ne savais pas que Francis Blanche était un bon traducteur anglais. Ah mais en fait, quand il a débuté, il était chez un éditeur et tous les après-midi, il venait écrire des paroles de chansons. Vive le vent, Noël blanc, tout ça, c'est lui qui a traduit les paroles en français. D'accord. C'était à ses débuts. Alors, c'est ce que vous appelez une chanson de Noël inclusive. C'est ça, exactement. Pour l'air du temps. Mais c'est vrai que voilà, je suis très fière de cette chanson parce que j'ai vraiment essayé d'avoir tous les codes quand même, plus les codes justement à l'anglaise. Je pense vraiment à Love Actually, c'est vraiment sur le côté un peu doux, amer, et je me moque des téléfilms de Noël aussi dans le clip, mon Dieu. Il y en a un paquet. Hein. Oh là là. Et ah oui, il faut vraiment voir le clip pour le coup, parce que j'ai mis Maurice Barthélémy des Robin des Bois en bûcheron de téléfilms de Noël. Oui. Nicole Ferroni en elfe, ainsi que Elisa Nicole aussi des Robin des Bois en elfe. Et on a pu avoir... il y a vraiment les décors des... On fait super bien le téléfilm de Noël. Voilà. Mais cette forme d'ironie, c'est de plus en plus rare. Vous êtes presque un village gaulois qui résiste à l'envahisseur, Anaïs. Oui, mais justement, j'aimerais que ce soit plus facile pour les médias à accepter, mais je me rends compte que tout est un petit peu lissé ces dernières années. Oui, et ça vous gêne ou ça vous empêche pas de continuer à faire ce que vous aimez? Ça me gêne, parce que j'aimerais que plus de gens qui pourraient vraiment aimer ce que je fais puissent savoir que je le fais.
Voilà, mais en même temps, les gens le savent, puisque quand vous êtes en spectacle, les gens sont là, le public est là. Ah oui, mais après, il faut pour qu'ils sachent qu'il y a un spectacle, il faut qu'ils sachent qu'il y a un album, il faut que ça passe. On est encore dans un système qui est quand même où, sans médiatisation et sans prise de risque, effectivement, des radios pour prendre une petite chanson inclusive sur Noël plutôt que quelque chose d'un peu facile. Voilà, c'est toute la problématique. Voilà, Sud Radio, parlons vrai, c'est notre slogan, et on vous écoute dans votre vérité. J'avais fait DRH, et je crois que d'ailleurs Sud Radio l'avait passé un petit peu. Une chanson sur les DRH, voilà. Oui, bien sûr. Je me mets aussi je me tire des balles dans le pied quand on fait une chanson sur les DRH. Ils n'écoutent pas forcément. Non, mais les radios n'ont pas forcément envie de passer une chanson qui parle de grosses boîtes. Oui, c'est autre chose. Alors, il y a quand même un clin d'œil, et j'ai vu ça dans votre dossier, à la Peugeot 205. Ah bah oui. La 205, c'est la meilleure voiture du monde. J'en ai une. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait ce clin d'œil? En fait, j'hésitais. Comme l'album, je voulais complètement assumer mon côté fille des 90s, quoi, de boomeuse, comme il dirait, boomer. Et je voulais pas essayer de faire jeune. Et je voulais avoir ce côté, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, ouais. Un peu. Et que moi, je fais de la pop. Je sais pas de faire de l'urbain. Quoique, j'ai même fait un. Si, j'ai fait un. Je me suis essayé au flow rap sur cet album. Et alors? Ouais, je suis assez fière du résultat. Et je remercie Diams d'ailleurs, parce que j'aurais jamais, je pense, réussi à écrire de cette façon et travailler un flow, j'espère, à peu près correct. C'est sur la chanson J'ai fumé Cupidon sur l'album, où on parle d'ailleurs de la 205 dans la chanson. J'ai fumé Cupidon, j'ai laissé descendre. J'ai laissé notre amour brûler sans comprendre. J'ai flingué Cupidon, revendu ses flèches. Je t'ai laissé sans rien faire allumer la mèche. Ouais, effectivement, ça c'est différent. Il faut écouter le couplet, c'est là où... T'étais mon Wolverine, le X-Men de tous mes films. Et ton super pouvoir, c'était de rentrer tard. Ouais. Avec ta maîtresse. Ceux qui nous écoutent vont se procurer l'album, l'écouteront, parce que vraiment, et c'est ça qui est étonnant, c'est que quand vous dites je veux pas rester jeune, vous êtes intemporel dans vos albums. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'écris assez peu aussi. C'est que je crois que j'aime toujours faire une chanson que je sens peut durer, qui n'est pas trop marquée non plus dans le son, ni dans... Oui, ça me parle beaucoup. Oui, c'est ce qui vous permet de faire une carrière et de le reprendre régulièrement sur scène. Je crois que c'est juste que c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu comme... Regardez Valérie Lemercier, par exemple. Des fois, elle a enregistré des sketchs télé, mais très peu. Et souvent, par contre, c'est complètement indémodable. C'est son école des fans ou son sketch sur l'huile. Moi, j'aime bien faire peut-être pas beaucoup de choses, mais que ça reste indémodable. En tout cas, vous faites quand même beaucoup de choses dans cet album. Et il y a aussi un clin d'œil à Pretty Woman. Parce que je me tape un cowboy de luxe, un homme en or pour la soirée. Je me tape un cowboy de luxe, le mec que tu rêves de choper. Alors, vous êtes avec Tristan Topin, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de chansons Cowboy de luxe à la radio, Annalise. J'y peux rien. Hein. Non, mais en plus, pourtant, la mode est au R&B, mais au R&B d'aujourd'hui, un peu autotuné. Moi, j'ai vraiment voulu faire un hommage au R&B des débuts 2000 avec les Mariah Carey et le fameux duo Just gonna give it to me, I give it to you, you know, et comment c'était Mariah Carey et Busta Rhymes. Donc voilà, tout ce côté un peu Montel Jordan, j'avais envie de faire un côté lounge. Et Tristan Lopin, les rappeurs ont eu peur, hein. Bon. Et Tristan Lopin n'a pas eu peur du tout. Et d'ailleurs, il faut regarder le clip aussi, parce qu'effectivement, il y a un gros clin d'œil à Pretty Woman dans le clip. Et c'est ça, je me moque un peu des relations aujourd'hui où les gens se rencontrent par appli. Et là, je pousse un peu le bouchon où je dis, voilà, j'ai rencontré l'homme parfait, puis on se rend compte qu'elle le paye, en fait. Exactement. Mais Pretty Woman, justement, vous l'avez vu le film? Ah bah oui. Je crois que je fais même je suis sûre, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs dans le clip où elle met sa main dans la boîte à bijoux. Oui. Et mais vous savez qu'au départ, Julia Roberts ne devait pas avoir le rôle. Elle a été convoquée à la fin. Il avait été proposé à Meg Ryan, à Sandra Bullock, à Brooke Shields, qui ont refusé, craignant que jouer le rôle d'une prostituée, ça aurait des conséquences négatives sur la suite de leur carrière. Sandra Bullock aurait été géniale. J'adore Sandra Bullock. Non, mais Julia Roberts, c'est parfaite. Voilà.
Mais alors c'est drôle parce qu'effectivement, elle l'aurait toutes fait très différemment. Meg Ryan aurait été super. Je la vois mal jouer une prostituée quand même, Meg Ryan. Elle est tellement choupinette. Sur cet album, donc, un sacré numéro, il y a encore une autre chanson étonnante, c'est « Il m'a saoulé ». Il m'a saoulé, 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 saoulé. Il m'a saoulé, 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 saoulé. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Mais oui, bien sûr, on vient de se rencontrer. On passe une bonne soirée et tu viens de la gâcher. Mais oui, bien sûr, on vient de se rencontrer. Fais-moi donc un bébé, comment on va l'appeler? Voilà, Maman, toi, t'es spécial. là c'est totalement incorrect aujourd'hui. Ah ouais, là, mais c'est dommage parce qu'on parle de plein de choses en ce moment. Voilà, il y a tout le hashtag MeToo, il y a aussi tout ce côté assumer son corps, le côté queer. Mais par contre, voilà, je sais très bien que c'est pas une chanson qui pourrait rentrer en radio, c'est sur les mecs qui veulent pas mettre de capote. Alors que moi, cette chanson m'est venue quand le Parti conservateur a réussi aux États-Unis à enlever l'avortement. Je me suis dit, mais en France, on a quand même un sérieux souci quand même, qui est pas aussi grave, mais qui a encore des mecs en 2024 qui disent « Oh non, mais j'aime pas trop les capotes, parce que tu comprends, j'aime pas la sensation. » Mais nous, c'est sur nos muqueuses, on n'aime pas plus. Mais à un moment donné, c'est quand tu viens de rencontrer quelqu'un, tu fais attention aux maladies et la responsabilité d'être enceinte, ça c'est à deux, quoi. C'est... Mais en même temps, encore une fois, vous traitez... Mon attaché de presse qui dit oui. Vous traitez des sujets d'actualité, Anaïs, à votre façon, et c'est une façon à la fois ironique, chansonnière et parodique. C'est ça, c'est comme je vous disais, j'ai le côté passeuse de la chanson réaliste fantasy. C'est-à-dire, on parle des choses. C'est un peu comme les films italiens des années 60, ils étaient drôles, mais doux amers. Hein. Souvent, ils étaient... Oui, on parle de la vraie vie, quoi. Et là aussi, il y a un public peut-être beaucoup plus silencieux que ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, qui est fan de ça et qui attend ça. Eh bien, j'espère, parce qu'on va partir en tournée en 2025, donc je les attends de pied ferme. Une tournée dans toute la France? Ah bah oui. Et puis on va voir nos amis suisses et belges, forcément. Voilà. Mais avec une petite équipe ou toute seule? Non, avec mes musiciens. Enfin oui, du coup avec une petite équipe. Ça fait des années que je les connais et je crois que j'ai réussi à faire... on a réussi ensemble à faire quelque chose de pas facile. C'est-à-dire que maintenant, j'ai réussi... Je trouve que cet album, c'est mon meilleur album depuis le Cheap Show parce que je pense que j'ai réussi à avoir gardé la folie que je peux voir toute seule avec des musiciens. Et sur scène, c'est pareil. Je peux me permettre d'aller dans tous les sens, de couper, de changer les fins. Ils me connaissent tellement. Ils arrivent à me suivre un peu comme des... Je sais pas si vous vous souvenez de Spike Jones, le chef d'orchestre, totalement fou. Complètement fou. Il avait une équipe de dingue qui était à la fois des clowns et des grands musiciens. Et ils faisaient semblant de jouer faux. Et c'était extraordinaire. Ils font les fous. Et moi, je vois que ils suivent. Ah. Je les ai surpris au début. Maintenant, ça fait 3 albums qu'on travaille ensemble. Et c'est un bonheur sur scène, c'est un vrai bonheur. Alors, vous surprenez aussi, parce que c'est une chose rare, vous faites une suite à une chanson, c'est Christina saison 2. Oui. Oh, l'enfoiré, elle est en miettes et toi ta scène, un dernier coup de couteau dans le dos. Dès qu'un pauvre mec, j'espère juste qu'elle t'oubliera, car tu ne mérites que ça. Là aussi, là on est à la fois dans l'ironie, mais dans la tristesse et dans le coup de colère. Alors, j'essaie toujours que les chansons m'échappent, moi. Donc, je me censure pas et j'analyse pas sur le coup. J'essaie d'analyser après. Donc là, je pense que, pour moi, pareil, c'était un gros défi de faire la suite de Christina. Qui est un énorme succès. Qui était, voilà, en fait, avec Mon cœur, mon amour. Christina, c'est celle que je joue en fin de concert. Beaucoup... c'est quand même la préférée des fans, parce qu'elle est à la fois drôle et triste, tout le monde. Et puis il y a vraiment ce franc-parler de l'héroïne. Quoi, t'as jamais vu une nana sans parapluie, sans tes couilles, tu seras peut-être moins con. Voilà, elle passe la pire journée de sa vie et elle finit à l'hôpital. Et 15 ans après, moi j'ai eu envie de faire la suite parce que tout le monde adore cette histoire. J'ai encore des gens qui me disent moi je m'appelle Christina, je suis infirmière, je te remercie. Et donc on reprend exactement là où on a laissé l'héroïne, où elle est accueillie à l'hôpital par une infirmière qui s'appelle Christina, du coup du même prénom que la femme qui lui a volé son amoureux.
Alors, cette suite, justement, c'est cet album, un sacré numéro, et une suite parce que je suis convaincu que vous n'en resterez pas là. Vous avez tellement d'humour. Un sacré numéro 2. Voilà. Mais surtout avec cet humour, gardez cet humour que vous faites rimer avec amour de la chanson. Et je souhaite à cet album tout le succès que vous méritez et que le public mérite, parce qu'on a besoin de chanteuses et d'humoristes comme vous. Oh, merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci Anaïs. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.